Bonsoir messieurs, vous êtes sur Live TV. Juste avant cette pause due à un jour férié, c'est Kone Braman Oumar qui a surpris tous les Ivoiriens en annonçant la dissolution de mariage. On en parle ce soir. On parlera également de quoi? On parlera de ces municipales et régionales. Que nous font les candidats? Sont-ils partis en campagne avant l'heure? On en parle également. On écoutera sans doute les récriminations de la junte, la junte nigérienne plutôt, sur la CEDEAO, la Côte d'Ivoire. On en parlera dans le cadre de cette émission. Et puis pour terminer tout ça, la réconciliation au cœur d'une campagne électorale, je dirais d'une double campagne électorale. Pour en parler, il sera avec nous tout à l'heure. C'est le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kakabe, comme on l'appelle affectueusement. Bonsoir et bienvenue, vous êtes dans le tournoi. Voilà, vous êtes bel et bien sur Live TV, vous le savez, cette chaîne de télévision qui passe en revue tous les sujets de la vie sociale, politique, économique de notre pays et parfois depuis quelques mois, vous le savez, c'est la situation à l'international avec le Niger. Et pour en parler avec vous, ils sont là, nos amis, nos chroniqueurs. Ils sont 4, ils ont décidé, eux, de monter au front, de donner leur avis sans concession. Et bien, moi, je suis très heureux d'être avec eux. Il est juste pas très loin de moi. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça se passe bien, Herman? Oui, ça se passe très bien. Herman, vous êtes en compagnie donc, de Désiré Denéo. Désiré, bonsoir. Bonjour André. Juste à ma droite, Isabelle Vauvor. Bonsoir André, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Ça va, Isabelle, elle est Super. toute apprêtée pour donner non seulement son avis, mais s'y tenir, vaille que vaille et coûte que coûte. Eh bien, je ne sais pas si c'est Barry qui va la contredire, on verra bien. Bonsoir Barry. Bonsoir André, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Alors, cette information est arrivée tout de suite, mais vous le savez, cette information, elle est arrivée pour nous comme un fait du jour. Eh bien, on en parle tout de suite après ceci. Le fait du jour, vous l'avez su ce matin, c'est à travers un communiqué qui a été publié le 14 août par le nouveau procureur de la République, Kone Braman Oumar. Il nous dit, écoutez, il y a eu un mariage qui a été célébré le week-end. Sans doute les mariés étaient tout beaux, ils ont bien dansé, ils étaient contents. Mais lui, il est arrivé, il dit, bon, tout ça, c'était pas légal. Il a mis un terme à ce mariage, donc il entend annuler ce mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous inspire? Y a-t-il des personnes qui n'ont pas respecté la loi comme il fallait? Herman, vous allez vous prononcer là-dessus? Bah ouais. D'ailleurs, je veux dire d'abord que c'est le procureur Braman, il n'est pas en porte-à-faux. Il convoque juste une loi ici sur des faits qui sont devenus courants. C'est le chapitre 4 sur les formalités du mariage qui l'indique, à sa section 2, qui dit que, article 20 de la loi numéro 2019-570, le mariage doit être célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux. Il faut que les gens apprennent à respecter les dispositions légales, surtout qu'il y a ici que les officiers d'état civil de plus en plus, en ne respectant cette disposition-là, ça soulève un peu la question même de la formation des officiers d'état civil. On pourrait en parler, Herman, mais enfin, n'y a-t-il pas des exceptions, Désiré Denéo, sur le sujet? Que dit la loi? Parce qu'il nous a rappelé que la loi dit effectivement dans le siège du lieu d'habitation d'un des mariés, mais est-ce qu'il n'y a pas des exceptions qui peuvent fonder qu'on le fasse ailleurs? Si, il y a des exceptions, mais dans ce cas-là, le même procureur doit autoriser ces exceptions-là. En cas d'empêchement de déplacement de l'officier d'état civil ou bien même de ceux qui se marient, le procureur peut autoriser à ceux qui le demandent, notamment à l'officier d'état civil, d'aller à un endroit pour le faire. Mais dans le cas d'espèce, apparemment, ils n'ont pas respecté cette disposition. Que pense Désiré Denéo de tout ça? Après, enfin, il faut rajouter que si exception doit être faite, cette exception-là doit être lue devant l'Assemblée par l'officier d'état civil qui célébrera le mariage. Pour ma part, je pense que c'est une entrée fracassante. Kone Braman Oumar a 2 semaines de fonction, il produit déjà un communiqué. Ça signifie qu'il est aux affaires. Comment ça? Vous le soupçonnez de faire un coup médiatique?
Déjà, il a 2 semaines. Hein. Après, le procureur a l'opportunité des poursuites. Il y a eu quand même, enfin, en 2 semaines, il y a eu plusieurs cas en fait, dont il aurait pu se saisir. Il se saisit de ce cas-là. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui a grosse incidence, même si, bien évidemment, il y a violation enfin, de la loi. Après, on espère qu'au-delà, il y aura d'autres situations qui suivront. Est-ce que, Isabelle, vous pensez comme Désiré, d'accord, il y a violation de la loi, mais il n'aurait pas dû faire un communiqué, il n'aurait pas dû, comme ça, ameuter toute la communauté nationale autour de ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Non, moi je pense que c'est pas un coup de com', il est dans son rôle, il joue juste son rôle. C'est dommage en fait que ce type d'infraction arrive à ce moment précis là de sa mandature, mais pour moi non, il est dans son bon droit de le faire. Si ça aurait été autre chose, il aurait tout aussi fait un communiqué pour le dénoncer et surtout pour condamner ce qui a été fait. Et Mais, moi oui, mais à travers ce qu'on entend, il nous a dit, bon, ça arrive, les gens, ils le font. Est-ce que la majorité des mariages qui se font hors mairie ou hors circonscription, là où, enfin, en tout cas, on fait l'état civil, est-ce que, globalement, on respecte la règle? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Alors, je sais que ça se fait de façon régulière. Quand même, ce n'est pas la première fois qu'on voit un mariage se faire hors de la mairie ou alors un officier d'état civil faire un mariage hors de sa circonscription. Je prends peut-être le cas du fils de Amadou Gon Coulibaly, feu Amadou Gon Coulibaly, qui avait eu à organiser son mariage hors, mais c'était dans les normes. Après, je ne peux pas dire que j'ai été dans tous les mariages et que je sais que chacun avait donc sa dérogation pour pouvoir faire son mariage hors de la circonscription ou autre, mais je peux dire que c'est quelque chose qui se fait assez couramment. Ça se fait assez couramment. Marie, vous dites, bon, écoutez, la loi, c'est la loi, il faut la respecter. Mais parfois, les concitoyens nous disent, mais écoutez, nous, on n'est pas au courant des choses. Moi, je pense que, comme je le dis toujours, la loi, c'est elle qui régit la vie sociale. Donc, chaque acteur concerné se doit de respecter la loi. Maintenant, il y a une autre problématique qui se pose, c'est la problématique de la compréhension même de la loi et par les populations et par les détenteurs de la puissance publique. Ici, il y a un officier d'état civil qui représente l'État, qui est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et il y a des mariés qui sont des citoyens qui sont aussi en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Donc, la problématique, c'est est-ce que réellement les populations sont assez sensibilisées sur les lois qui régissent la société? Moi, je voudrais, au-delà de la sensibilisation de la société, je voudrais vous intéresser à une chose, vous allez me dire, est-ce que dans l'application de la loi, en l'occurrence, le procureur va trop loin, sachant que les mariés, c'est un moment heureux, ils l'ont sans doute fait en méconnaissance de la loi. Est-ce qu'au fond, les mariés ne sont pas les victimes de cette situation? Déjà, le procureur, de toutes les manières, il dit qu'il va saisir en tribunal. Ce n'est pas lui, en fait, qui pose le verdict. C'est bien, enfin, qu'il s'auto-saisisse de cela. Après, moi, je pense aussi qu'un mariage, c'est un événement heureux. Ouais. On n'est pas dans un cas de mariage à blanc. Il y a eu des célébrations, il y a eu des dépenses, en fait, qui ont été, enfin, encourues. Donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à sanctionner, jusqu'à annuler le mariage? Il reviendra au magistrat en charge de l'affaire de se prononcer. Vous dites que cette demande d'annulation, de toutes les façons, reste encore l'apanage d'un tribunal. On est d'accord là-dessus. Et vous, qu'est-ce que vous pensez sur la question? C'est-à-dire, voilà, moi là-dessus, je reste ferme. Le couple Noboulou, on ne va pas les oublier. Au-delà du bling-bling que les gens cherchent, parce qu'aller jusqu'au bord de la lagune, c'est vrai, c'est beau, c'est bien, c'est fait. Aujourd'hui, que le couple considère que son mariage a été bien traité, leurs invités étaient là, il leur reste seulement qu'à aller faire un mariage peut-être à 4 maintenant, discrètement, pour valider le mariage. Ouais. Le spectacle a eu déjà lieu. Le spectacle a eu déjà lieu. Enfin, finalement, moi, ma question, lui, il essaie de nous faire comprendre que force reste à la loi, mais enfin, tout ça, ça manque de... c'est un esprit festif, le mariage quand même, c'est pas fait pour chercher des problèmes. Barry. Je veux dire que la vie sociale, elle est organisée. À partir du moment où vous êtes en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, le procureur est dans son droit de poursuivre l'affaire en question. Maintenant, comme je l'ai dit, la problématique qui se pose, c'est est-ce que les populations sont réellement informées des lois qui régissent, je veux dire, ici on parle de mariage. Est-ce que réellement les mariés sont assez sensibilisés par les officiers d'état civil? Parce que, par exemple, avant le mariage, on peut convoquer les deux conjoints, là, leur expliquer... Et en général, il faut rappeler que c'est ce qui se fait. Les mariés sont convoqués à la mairie, tout ça. Un dernier mot quand même là-dessus pour clôturer sur ce sujet-là. Mais on salue quand même la famille Adou, enfin le couple Nobou, pas Adou.
Je pense aussi que c'est un signal fort que le procureur envoie à d'autres personnes qui ont aussi envie de se marier. Et moi, j'ai envie de dire, mais nul n'est censé ignorer la loi. En mars 2019, il y a eu donc cette réforme-là des textes relativement donc à la famille, où il y a eu donc cette disposition sur l'annulation du mariage qui est en vigueur aujourd'hui. Donc moi, je pense en tout cas que à la fois et les mariés et les officiers d'état civil doivent être au courant, doivent se saisir donc de tous ces textes, les apprendre et surtout pouvoir les vulgariser. Parce qu'avant de procéder à un mariage, il y a toute une formation qui se fait avec les futurs mariés, en tout cas. Puisqu'on parle de mariage, enfin, moi, c'est surtout coucou au procureur, lui demander aussi de s'auto-saisir sur des cas de mariage forcé. C'est en rapport avec la loi sur le mariage. On espère que son entrée fracassante, elle se fera sur tous les sujets, surtout sur les mariages forcés, sur tout ce qui est violence conjugale, parce que c'est en lien avec le mariage. La féministe a réussi à planter quelque chose à propos donc de son combat, qui est un combat effectivement utile pour la société. Il faut aussi s'emparer des autres cas où les femmes sont parfois forcées à se marier. Et ça devrait faire réagir donc celui qui est censé défendre la chose publique, le procureur. Mais on n'oublie pas qu'il faut aussi penser à travers cette émission dans quelles conditions on peut faire évoluer la loi, parce qu'évidemment, le mariage, c'est tellement un acte beau que le mettre dans une sorte de carcan comme ça peut être extrêmement compliqué. Je pense que ce jeune couple voulait, bon jeune, c'est façon de parler, voulait simplement célébrer l'amour et il faut le leur accorder. Il faut qu'on voit comment on peut faire évoluer les choses. C'est ce qu'on m'a soufflé, ma petite... j'ai dans ma petite oreille, on me souffle des choses. Et surtout, il faut être au fait donc, de ce que dit la loi, parce que là, en son article 26 de la loi sur le mariage, donc le couple encourt donc l'annulation du mariage, mais l'article 307 du Code pénal, les officiers d'état civil en fait encourent 2 à 10 ans d'emprisonnement et des amendes allant jusqu'à 2 millions de francs CFA. Très bien, il fallait faire cette précision et cette information. On va passer à autre chose dans le cadre de cette émission. C'est bien sûr notre info du jour. Ah oui, notre info du jour, elle est quand même importante. Vous savez, c'est un moment de la nation que tout le monde attend. Je dois choisir mes représentants. Ce sont des maires, ce sont des conseils régionaux. Et parfois, il y a tout un décorum autour. On court à gauche, à droite, il y a les affiches, etc. Mais tout ça est encadré par la loi. Et pour autant, la CEI, l'organe chargé de veiller à tout cela, a été obligé d'attirer l'attention de certains candidats. Est-ce que vous pensez que les uns et les autres rusent un peu avec la loi et se lancent en campagne avant l'heure? Barry? Oui, c'est clair qu'on constate dans la ville d'Abidjan qu'il y a des mouvements, il y a une campagne avant l'heure. Donc la CEI fait bien de prendre ses responsabilités, mais je veux dire qu'en tant qu'arbitre électoral, vu que c'est un point qui est vraiment sensible, elle aurait fait bien de prévenir, c'est-à-dire que d'anticiper sur tout ce qui se passe avant les élections pour ne pas que, comment dirais-je, ces inégalités des chances-là s'imposent. Parce que là, il y en a qui ont déjà investi le terrain. Il y en a qui n'ont pas investi le terrain. Donc, à partir du moment où un certain nombre d'acteurs ont investi le terrain, les autres qui n'ont pas investi le terrain sont en situation défavorable. Ouais. Donc, l'arbitre électoral se devait de prendre les rênes et d'agir en tant qu'arbitre et de prévenir tous les malentendus avant de passer à la dénonciation. Une fois qu'on a dit tout ça, on a compris votre point, mais je vais me tourner vers Herman pour dire, mais enfin, c'est quoi, que dit la loi sur la campagne électorale, finalement? La loi sur la campagne électorale dit, par exemple, je prends l'article 31 qui dit qu'il est interdit d'apposer des affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, des circulaires ou professions de foi dans l'intérêt du candidat en dehors de la période de campagne. Et la question même de la pré-campagne, à aucun moment, le code électoral ne précise ou ne définit cette période de pré-campagne. Donc, dans l'entendement des candidats, depuis lors, c'est-à-dire que celui qui ambitionne peut-être dans 2 ou 3 ans être candidat, il commence à labourer le terrain peut-être 2 ans avant. Et du coup, il est à la veille des élections, il dit qu'il est en période de campagne. En période de campagne où il donne ses messages et autres. En période de pré-campagne. De pré-campagne. L'article 32 dit, par exemple, sont interdits de toute réunion électorale et toute propagande électorale, par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la période électorale. Mais la période électorale, c'est quoi? Herman, est-ce que, là je me tourne vers Désiré, est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite au final? Parce que la loi nous dit toute réunion électorale, mais enfin, les réunions électorales se font depuis plusieurs mois dans ce pays. Pourquoi c'est maintenant qu'on se réveille? C'est pourquoi
Après toutes les manières, il revient aux législateurs, aux régulateurs de pouvoir définir une période de pré-campagne, une période de campagne. Parce que ce que cela en fait, laisse faire, c'est surtout les petits candidats qui vont être... qui du coup seront lésés, à la différence en fait, de candidats qui sortent de grosses écuries politiques ou de candidats qui ont de gros moyens. Déjà, on le voit, on commence à voir déjà des sceaux, on a même vu à Sakassou un candidat déjà à la mairie distribuer des plats de riz à son effigie. Donc ça sème en fait une sorte de désordre et puis on se demande même si les candidats sont égaux, ça pose le principe d'égalité. Donc il faut bien qu'à un moment donné, la CEI statue sur cette question-là. Ce que dit Désiré Deneo, ça vous parle quand même, Isabelle. Il y a une forme de rupture d'égalité entre les candidats. Elle dit non, cela ne devrait pas le faire. Je ne sais pas, vous, quand vous regardez la situation, est-ce que vous pensez que tout le monde est dans son bon droit de se lancer, de faire des réunions de campagne avant la période légale ouverte ? Déjà, faut savoir qu'on est en politique et en politique, en fait, quand il y a un flou juridique, je pense que les politiciens vont jouer sur ce flou juridique existant. Aujourd'hui, certains candidats vont trouver donc des prétextes, par exemple la fête de l'indépendance ou alors un bilan d'activité ou encore, je dis n'importe quoi, la une d'un média, par exemple, ça, ouais. Pour être à l'affiche, en tout cas au niveau des différents panneaux routiers, etc. Mais rien ne l'interdit. Après, ils sont aussi dans leur... Ils sont aussi dans leur bon droit de pouvoir le faire tant que ce n'est pas inscrit sur l'affiche, la pancarte, etc. Votez-moi, voici mon programme, etc. C'est faisable, c'est possible. Après, vous savez aussi, il y a des candidats qui sont connus au public et même au sein de leur base militante 2 mois avant les élections. Donc, ils ont besoin d'être sur le terrain, de faire une pré-campagne pour véritablement en fait, s'implanter et avoir les voix en fait, de l'électorat. Moi, je pense que ça pose même le problème de l'achat des consciences, en fait. C'est pas un bien grand mot. Un grand mot, mais en fait, on fait campagne sur quelque chose. Et ce qui nous est donné de voir dans ce pays, c'est qu'on a un candidat qui peut-être est loin de la population, peut-être parce qu'il est ministre, peut-être parce qu'il est directeur d'une société d'État ou un poste, a beaucoup de moyens à sa disposition, sort d'un parti politique qui a des moyens. Vous n'allez pas le soupçonner de piquer dans la caisse? Non, je ne suis pas, loin de là, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'on vient en fait... Cette inégalité, excuse-moi, mais cette inégalité... Du coup, la question qui se pose, c'est la question finalement, je pense, même du financement des partis politiques en Côte d'Ivoire et du financement des acteurs qui concourent en fait aux élections. Cette inégalité financière, en fait, si on veut rentrer dans ça, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'une pré-campagne peut commencer même 5 ans en avant si la personne, en tout cas, a l'ambition de se présenter à une élection locale. Donc moi, je ne pense pas que la question ici, fondamentalement, soit une question de finances. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder ceux qui ne jouent pas forcément franc jeu. C'est-à-dire qu'on peut trouver un prétexte pour faire campagne, pour faire une pré-campagne, et s'afficher. Mais quand il s'agit, par exemple, de surfer sur des deuils, des décès, comme l'a fait le maire de Cocody, Yassé, avec la grande affiche de Bédié et son visage là-dessus, moi, je dénonce cela. Parce qu'on peut trouver d'autres prétextes. Cela, moi, Cocody. Non, moi je pense. Attendez, on va permettre à Barry de réagir là-dessus. Il est membre de son parti politique. Désiré, on va permettre. permettre. Tous ces problèmes dénoncés là, il y a un arbitre qui est censé les régler, c'est la CEI. C'est la CEI qui doit contrôler les activités des candidats sur le terrain. Ouais. Si la CEI joue son rôle en prévenant, en anticipant sur tout ce que les candidats doivent faire, je pense que ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Il y a une question. Très bien, Barry. Mais laissez-moi vous poser la question, parce que vous allez repartir sur ce que vous dites, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que, sur la base des textes que vous nous avez lus, la CEI peut interdire, par exemple, qu'un candidat soit à l'affiche d'un magazine depuis 4, 5, 6, 7 semaines dans sa commune? Comme elle a dit, Vovo l'a dit tout à l'heure, il y a un faux juridique. Je vous ai même dit que la période électorale même n'est pas bien précise. Est-ce qu'elle tient compte? Elle commence à partir de la déclaration, de la validation des candidats. Parce que la période électorale, c'est pas forcément période électorale, pour vous apporter un élément de réponse, la période électorale, c'est la période qui est fixée par la CEI. Oui. C'est quoi? C'est la campagne, la période de la campagne électorale. La campagne électorale, oui, mais je veux dire. Ça va l'article 32 dit pendant la période électorale. La période électorale. Ça, c'est intéressant. À quel moment commence la période électorale? Ce flou-là, c'est sur ce flou-là que, généralement, les candidats surfent. Et tant que le législateur ne précise pas exactement quand commence la période électorale,
il aura ces inégalités. Moi-même, je parle de l'accès mais aux au-delà- médias. Attendez, on va se partager la parole. L'accès aux médias. Ouais. L'article 32 dit quoi? L'article 30, l'égal accès aux médias officiels de presse écrite, de télé et radio. Oui, ça, la HACA est là pour nous imposer. Vous en faites pas, ils sont très durs là-dessus. Moi, je Désiré, pense vous que- étiez en train moi, de je pense- répondre. moi, je Attendez, pense- Désiré, vous répondiez tout à l'heure, Isabelle, et vous avez dit, par rapport au cas du maire de Cocody, vous avez dit que Bédié habite la commune. Enfin, Après, pourquoi vous Bédié- dites ça? Bédié- Sachant que c'est quand même, c'est du mobilier de campagne. Est-ce qu'il est en campagne? C'est vrai que moi, cette affiche-là, du coup, ça m'a choqué parce que j'ai trouvé que la photo du maire n'avait pas sa place, en fait. Non, Au-delà de l'hommage à Bédié, enfin, au-delà de la l'hommage. mort, tout ça. Est-ce Mais que c'est un message, en fait, envoyé aux électoral. électeurs? Non, je ne pense pas. Il n'y avait pas de voter Yassé. elle ne pense pas donc. Voilà, en fait, on dit plus ou moins la même chose. Ce sont des prétextes, en fait, pour s'afficher. Et moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs prétextes. Mais Très quand bien. on surfe, en fait, sur le deuil, moi, ça me dérange, par exemple. Moi, j'ai une- Il aurait pu mettre la photo de Bédié en hommage, mais sans forcément y ajouter sa photo. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus Bédié qu'un autre dans ce Ou pays. aller Très se bien. faire une Ça, belle ça, une dans un ça- magazine. ça peut être un débat, mais une chose est sûre, sur l'exploitation de l'image de Bédié, mais une chose est sûre, la question qu'on se pose, est-ce que tout ça, ce ne sont pas des exploitations dans le cadre de la campagne électorale? C'est vraiment une question qu'on se pose et la CEI devrait évidemment éclairer tout le monde, puisqu'il y a même des candidats que la CEI a rappelés à l'ordre. On va évoluer sur les sujets, et puis ça fait vraiment l'actualité, vous le savez, depuis le 26 juillet précisément, c'est la situation au Niger, et je souhaite qu'on en parle maintenant. Au Niger, on parle, on reparle et on reparle, mais la junte est bien installée. La junte, elle est mécontente notamment des propos du président Alassane Ouattara, vous savez, suite donc à un sommet de la CEDEAO du côté donc d'Abuja. La CEDEAO a pris les décisions. Le président Alassane Ouattara, très tôt, arrivant en Côte d'Ivoire, a annoncé ce qu'allait être le dispositif ivoirien. Eh bien, à propos de cela, la junte a réagi, a dit, bon, nous, on a un ambassadeur en Côte d'Ivoire, eh bien, on le rappelle. Est-ce que tout ça, pour vous, ça va dans le bon sens? Comment vous interprétez tout ça? Il y a d'autres aussi, l'Union africaine et tout ça. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle au Niger. Moi, je pense que c'est enfin, c'est un peu le yo-yo de tous les putschistes ouest-africains. On a vu Assimi Goïta, tout feu, tout flamme, attaquer Ouattara. Enfin, on a l'impression que Ouattara, c'est un peu la cible enfin, de tous les putschistes ouest-africains. Et il ne fallait pas s'attendre en fait, à mieux de la junte en fait, par rapport au rappel de leur ambassadeur. Après, l'autre question, c'est de savoir quelle sera la réponse enfin, de l'État ivoirien. Est-ce qu'on va rappeler notre ambassadeur enfin, du Niger? Le faire, c'est aussi monter en fait, dans l'escalade au niveau de la situation qui prévaut déjà au niveau diplomatique. Moi, je pense qu'il faut toujours prioriser le dialogue et ne pas entrer dans le jeu des putschistes. De toutes les manières, il y a une grande amitié entre les peuples nigériens et les peuples ivoiriens. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des putschistes, vous direz aussi, ou vous avez un avis différent? Mon avis, il est très différent. Moi, je pense que l'intervention, la réaction de la junte au pouvoir, c'est juste après, on a constaté que juste après la réunion, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, certains chefs d'État, comme le président Alassane Ouattara, ont voulu bien s'exprimer en dehors de ce qui a été dit, enfin du sommet à la CEDEAO, ont voulu bien s'exprimer de façon personnelle en engageant la nation. Donc je sais que le Sénégal, par exemple, Macky Sall aussi s'est exprimé, mais en même temps, c'est seulement le président Alassane Ouattara qui est indexé par truc. C'est par rapport à l'influence de la Côte Sachant d'Ivoire. que tous ces autres pays-là aussi appellent à constituer une armée. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a, comme elle a dit tout à l'heure, il y a un point à Alassane Ouattara vis-à-vis des juntes militaires? Mais moi, je dis en dehors de cela, c'est que la junte au pouvoir est en train d'exercer le pouvoir, la pratique du pouvoir d'État. Et cette junte-là sait que c'est l'importance de la diplomatie dans une crise. Donc, elle joue sur ça. Indexer la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus phare de la sous-région ouest-africaine, c'est certainement les positionner déjà pour montrer... on n'attaque pas le Sénégal, mais on attaque la Côte d'Ivoire. Mais déjà, les Sénégalais savent que ça peut venir vers Très bien, très bien. Sur ça, sur aujourd'hui, ce qui pourrait être une sorte de face-à-face entre Alassane Ouattara et le chef de la junte Tiani. Oui, bon, déjà, le président Alassane Ouattara, par transparence, par souci de transparence vis-à-vis de ses concitoyens, a donc fait un rappel de ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO et engagé donc un contingent pour ECOMOG. Au-delà de ça, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que la junte
nigérienne est juste en train d'utiliser la Côte d'Ivoire pour son propre positionnement au sein même du Niger. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sous-région et surtout au niveau donc, des différentes juntes militaires, ils indexent en fait le président Ouattara comme étant, si vous voulez, quelqu'un qui sympathise beaucoup avec la France. Et de fait, il faut avoir un ennemi fort. Et l'ennemi fort pour eux, en fait, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Donc de fait, ils vont le prendre comme cible pour dire, voyez, c'est la France à travers le président qui nous veut du mal, donc il faut riposter. Non, mais Isabelle, et pour terminer sur cette analyse, je veux dire, le Sénégal, Macky Sall a également, en fait, comment dirais-je, dit la même chose que le président Alassane Ouattara, mais ils n'ont pas retiré leurs ambassadeurs du Sénégal. Pourquoi ils le font pour la Côte d'Ivoire? Écoutez Herman d'abord. Isabelle, d'abord, tous les États cherchent, tous les États prennent le prétexte dans une guerre diplomatique, choisissent les gros morceaux pour s'attaquer. C'est de l'influence qu'on cherche. D'abord, ça laisse. Non, on est dans une crise, n'est-ce pas? Laisse-moi terminer. En fait, ils sont en train de détruire. Non, Isabelle, attendez, non, Isabelle, vous n'avez pas encore la parole. La deuxième chose, c'est qu'on peut se dire aussi que la Côte d'Ivoire pourrait rester en dehors de ça, n'est-ce pas? Cette réaction de la junte, est-ce qu'elle n'est pas provoquée par Abidjan? André. Oui. Parce que la junte de Non, pouvoir Isabelle, prendre le non, prétexte. non, c'est Barry. La junte de pouvoir prendre le prétexte de la communication, la déclaration du président Alassane Ouattara lorsqu'il est revenu. Permettons à Barry de réagir, parce que... Herman, moi, je suis entièrement d'accord avec Isabelle. Pour moi, la junte, comme la junte du Mali, est en manque de légitimité. Donc, pour asseoir sa légitimité sur sa population, elle a déjà une cible. Et ces différents communiqués, si tu permets, ces différents communiqués sont clairs. Sur la CEDEAO, ils disent que la CEDEAO agit sur injonction de la France. La France est décrite comme la puissance radioactive de la sous-région ouest africaine. Elle est décrite ou bien elle est? Je viens. Elle est décrite par la junte. Elle est décrite par les jeunes. Ensuite, sans argument. Et deuxièmement, le président de la République, Alassane Ouattara, le président Macky Sall, sont dans la tête de ces jeunes-là. Pourquoi est-ce que vous dites que... Non, mais je le dis, c'est des faits. Les hommes marchent vers des places. Sur son avis. Tu as parlé, Oui, mais de laisse-moi la finir. démarche aussi, là, ça laisse un chemin. Très bien, très bien. Je termine, s'il vous Juste plaît. en 30 secondes. Voilà, je termine. Juste. La junte reproche au président Ouattara d'avoir menacé de déployer ses soldats. Le président Ouattara n'agit pas en solo. C'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui a pris une décision. Prêtez-moi cela. Vu que c'est une contribution à l'armée de la CEDEAO qui est en train d'être levée, en quoi est-ce qu'Alassane Ouattara serait la cible? Moi, en fait, Oui, je pense en fait que c'est pas que Ouattara, hein, c'est le prestige en fait qu'a la Côte d'Ivoire au niveau ouest africain. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 32% du PIB de l'UEMOA, 33% en fait au niveau de l'économie de la CEDEAO, c'est pas rien. Donc, on a vu hein, que ce soit la Guinée un peu moins, que ce soit Goïta, que ce soit Traoré au Burkina Faso, ils s'en sont tous pris en fait à la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà Il y a une votre image réponse. qu'on a en fait depuis 1960 et du coup qui suscite, je sais pas, de la jalousie. Permettez que je vous arrête pour qu'on aille rapidement. C'est mais normal. on n'oublie pas que dans tout ça, il y a eu la réaction de la junte, mais il y a aussi cette supposée, on attend le communiqué du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. On attend d'en savoir plus, mais en tout cas, nos confrères du journal Le Monde nous disent que les débats ont été houleux au point qu'ils seraient, eux, en tous les cas, contre toute intervention de l'armée. Réaction rapide dans un face-à-face entre Herman et Barry. Moi, je veux bien. Mais déjà, le communiqué, c'est Le Monde qui l'a dit. Moi, je n'ai pas vu le communiqué. On n'a pas encore vu le communiqué. Non, il n'y a pas de communiqué pour l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où dans le communiqué, on dit que l'Union africaine a décidé d'exclure le Niger temporairement, je me dis que l'Union africaine ne se désolidarise pas forcément de la CEDEAO. De la CEDEAO, très bien. S'il vous plaît, permettons à Herman de réagir. C'est une suite logique. Dans sa récente déclaration, résolution, il y a 2 semaines, puisqu'elle avait donné, l'Union africaine avait donné 2 semaines d'ultimatum, elle n'avait pas convoqué l'intervention militaire. À aucun moment, elle n'a convoqué l'intervention militaire. Donc, elle est dans une suite logique. Et l'Union africaine est dans toujours sa démarche mi-figue, mi-raisin. Et c'est ce qui étonne, puisque la CEDEAO s'est toujours inscrite dans cette démarche-là. Et pour cette fois-ci, elle est en train de chercher l'intervention militaire comme solution. Heureusement que ce spectre-là est descendu. Permettez à Barry de réagir. Partagez la parole, s'il vous plaît. La CEDEAO et au Libéria et en Sierra Leone a déjà utilisé la force pour résoudre des conflits. On a vu comment que le Comore a laissé, l'Union africaine, par son inaction, il y a la guerre aujourd'hui au Soudan.
Au moment où les militaires ont fait le coup d'État, si l'Union africaine les avait sanctionnés, aujourd'hui, les pauvres Soudanais là n'allaient pas être dans des camps de réfugiés. Je veux dire quoi? En Éthiopie, il y a la guerre. L'Union africaine a fait quoi pour arrêter cette guerre-là? Au Tchad, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Parce que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Là, on n'accusera pas la CEDEAO. Je ne suis pas l'avocat de l'Union africaine. Et je dis même que la CEDEAO, attendez, mesdames, démarcher ici. C'est aujourd'hui Non, c'est pas vrai. La CEDEAO est largement plus efficace que l'Union africaine. Tu parlais de le Comore au Libéria. Le Comore a laissé quel Ça, c'est une question, vous ne pouvez pas y répondre là maintenant. Au Libéria. Mesdames, s'il vous plaît, messieurs, soyez galants. Vous avez des dames à côté. Mesdames, vous n'avez pas pu intervenir. Je voudrais m'en excuser parce que les hommes qui sont là, je ne dirais pas c'est des goujards, mais bon, enfin, on n'en est pas loin. Ils ont monopolisé la parole. Mesdames, messieurs, c'est donc la première partie de cette émission où on a parlé, vous avez vu, d'actualité nationale et internationale à travers le Niger. Le talk, ça débat, ça parle, les avis sont divers, mais c'est ça aussi. La culture de la démocratie. On en parle encore tout à l'heure, la réconciliation nationale et la cohésion nationale. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Comment ça se passe bien ou pas? Le ministre arrive. C'est Kakabé dans un instant. Nous sommes de retour sur la scène du talk. Merci d'être avec nous, merci de nous faire confiance. Les canaux, vous les connaissez, hein, le canal numéro 6 de la TNT, 206 pour ceux qui sont abonnés au bouquet Canal+. Merci encore et toujours de nous être fidèles et d'encourager la démocratie à vivre grâce à votre présence massive. Ils sont là, nos amis les chroniqueurs, des débats parfois houleux, mais des débats toujours francs et directs, et nous en sommes très heureux. Vous savez, dans quelques jours, les Ivoiriens seront appelés aux urnes, c'est la formule consacrée. Eh bien, à cet effet, ils auront à choisir des candidats. Et puis, une personnalité arrivée dit, bon, vous allez choisir des candidats, mais moi, je vais vous dire, celui qui doit être votre candidat, c'est la paix. Et cette personnalité, c'est le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale que nous recevons justement pour parler justement de ce candidat. Est-ce qu'il est vraiment présent dans cette élection? On en parle avec lui, monsieur Konan Kouadio-Bertin, qui est avec nous. Kakabé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire cet honneur avec l'ensemble de mes camarades que vous connaissez. Isabelle, qui est toujours là, et n'est pas partie après le JT, elle est restée là. Barry, juste à vos côtés. Herman et bien sûr Désiré Dénéo. Monsieur le ministre, nous sortons d'une phase extrêmement importante pour notre pays, qui a vu le départ d'un président qui a participé à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui, et vous en étiez un proche. Et quel est votre premier mot aujourd'hui, peut-être un peu officiel, on ne vous a pas eu sur notre chaîne, après le départ du président Henri Konan Bédié? Bien, merci. Le président Henri Konan Bédié lui-même nous a enseigné que les grandes douleurs sont muettes. J'avoue que jusqu'à présent, je ne réalise pas encore que je ne verrai plus sa silhouette. Je suis tellement dévasté que je n'ai pas encore eu de mots pour parler de cette disparition. Mais puisque vous m'avez donné l'occasion ici, j'ai connu le président Henri Konan Bédié, pas du moment où il était, au temps où il était au pouvoir. Je l'ai connu après 1999, c'est-à-dire quand il a été victime quand il a été renversé. Je l'ai retrouvé en exil, parce que déjà, moi j'ai pratiqué la langue allemande, c'est une langue qui enseigne la rigueur. Je ne peux pas accepter que dans un État démocratique, l'on veuille assurer l'alternance par les armes. C'est comme ça que je me suis rapproché de l'homme. J'ai eu le privilège de le côtoyer. D'abord parce que nous sommes la même région. Je dis qu'il a été témoin de mariage de mon oncle. Il a été mon témoin de mariage. Il m'a accompagné à la mairie, il m'a accompagné à l'église. Et ensuite, pendant toutes ces longues années, j'ai été modestement son collaborateur. Dieu seul sait profondeur de lien qui était entre nous. Donc je dois avouer que j'ai été tellement sonné que je n'ai pas encore réalisé qu'il faut porter un message de témoignage. Très bien. Je me donne le temps de le faire. En tout cas, nous qui sommes témoins, on vous a vu donc à la résidence du président Bédié complètement dévasté parmi toutes ces personnalités, et on comprend justement pourquoi vous êtes si mesuré.
Vous êtes avec nous pour parler de réconciliation nationale pardon, et de paix. Donc, une fois qu'on a parlé de ce grave moment de la Côte d'Ivoire, parlons de cette élection. Et après, mes camarades vont vous poser aussi des questions. Aujourd'hui, est-ce que, quand vous avez observé la situation, vous pensez que la paix est absente? Elle est plutôt là, non? Les uns et les autres se comportent plutôt bien. Lors de son dernier message à la nation, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a lui-même commencé ses propos par ceci: la paix est de retour. Oui, la paix est de retour. Il y a quelques 5 ou 10 années, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, nous avons la chance que quasiment toutes les filles et tous les filles de ce pays sont rassemblées sur leur sol, sur notre territoire. Bientôt, nous irons donc à des élections municipales et régionales. Mais bien avant, il faut rappeler aux Ivoiriens qu'il y a 5 ans, nous avons tenu ici même, en Côte d'Ivoire, les premières élections législatives vraiment inclusives après la mort du président Houphouët. Sans qu'il y ait de violence, tous les candidats ont accepté le verdict des urnes avec la même CEI que nous connaissons. Cet énorme progrès-là, nous devons donc manœuvrer pour que cela se confirme dans les élections qui arrivent. C'est pour cela que je suis là, pour dire la chose suivante aux Ivoiriens. Oui. Le président Félix Houphouët-Boigny a privilégié donc la constitution de la Côte d'Ivoire et très tôt, juste après l'indépendance, il nous a tous invités dans un seul creuset. À l'époque, c'était le parti unique. C'est nous-mêmes, Ivoiriens, qui avons exigé d'Houphouët-Boigny qu'on aille à la démocratie. La démocratie, elle est là, elle a ses valeurs, elle a ses exigences. Nous devons donc apprendre à connaître, à maîtriser les valeurs de la démocratie, nous conformer à ces exigences et faire en sorte qu'elle soit belle quand elle s'exerce de la non-violence. Alors, suite à ces propos par rapport à l'initiative du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, je vais permettre à Désiré d'intervenir pour poser sa question. Monsieur le ministre, enfin, j'aimerais réjaillir sur... Je vous prends au mot, vous avez dit que lors de son adresse à la nation, le président Ouattara a dit que la paix était de retour. Donc moi, j'ai envie de bien vous poser une question. Pourquoi un ministère de la Réconciliation nationale s'il y a la paix en Côte d'Ivoire? Et vous avez dit aussi que tous les fils du pays sont là. Quand on sait qu'il y a quand même un illustre fils du pays qui n'est pas là, Soro Guillaume, qu'est-ce que vous faites pour le retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire? Vous dites que Soro Guillaume n'est pas là, ça veut donc dire que tout le monde n'est pas encore revenu. J'ai donc noté qu'il y a une grande majorité qui est rentrée. La paix, c'est quelque chose qui n'est pas définitivement acquis. Il faut donc veiller sur la paix au quotidien. Si on estime que c'est acquis, on appréciera ensemble. C'est un ministère de la réconciliation, c'est un ministère donc de la cohésion. Tout ça concourt à installer durablement une paix sur notre territoire. Et justement, en ce sens, quelle action vous avez entreprise, vous, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, pour rapprocher justement Soro Guillaume et le président Ouattara? Après, on ne va pas rester sur Soro Guillaume. Bon, voilà, il ne faut pas donc lier la question de la réconciliation aux individus. Moi, j'ai seulement dit la chose suivante. C'est à deux qu'on se bat. C'est forcément à deux qu'on fait la paix. Eh bien, quand nous devons aller à la paix, il faut que deux volontés d'aller à la paix s'affichent. Évidemment, le président de la République a affiché sa volonté d'aller à la paix. Il a même tendu la main à tous ses adversaires. Ceux qui ont saisi la main tendue du président sont rentrés au pays. J'invite tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui doivent comprendre que les Ivoiriens, vraiment, excusez-moi l'expression, sont fatigués de querelles. Nous voulons la paix, à saisir la main tendue du président. Et puis, on avance. Il y a pas de raison. Est-ce que la méthode KKB aujourd'hui que vous observez vous convient, Herman Aboa? Moi, je lui ai toujours donné de bons points par rapport à sa démarche qui est souvent discrète. Mais déjà, je voudrais, avant de venir sur des questions de fond, je voudrais qu'il explique sa démarche conceptuelle. Aujourd'hui, mon candidat, c'est la paix. En quoi cela se résume? Est-ce que cela intègre votre plan que vous avez élaboré à Grand Bassam? Concrètement, c'est quoi cette démarche-là? Alors, mon candidat sur la paix, c'est simple. Les élections approchent, ce sont les municipales, les régionales. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'il se trouve des Ivoiriens parmi nous qui estiment avoir des qualités ou des compétences pour construire nos localités. Voilà l'enjeu. Alors, pour ce faire, nous sommes en temps de démocratie. Comme ils sont nombreux, qui choisit? Ils viendront devant nous. Ce que je propose aux Ivoiriens, ce pays-là, le vote n'est pas obligatoire dans ce pays. Moi, je peux, pour une raison ou pour une autre, décider de ne pas aller aux urnes, aller voter. Mais je n'ai pas le droit, parce que je ne veux pas le voter, d'empêcher que mon voisin aille voter. Il faut laisser d'abord chaque candidat venir librement
défendre, exposer sa vision, ses points de vue, son projet, l'expliquer. On l'écoute attentivement, religieusement, sans violence. Et puis le moment venu, chacun va exercer son droit de vote dans les urnes tranquillement. Cela doit se faire dans un environnement apaisé. Parce que, en définitive, quels que soient les candidats, les Ivoiriens qui vont gagner, la plus belle victoire, ce sera la paix. Très bien. Il n'y a pas 2 jours, je vais continuer. Oui. Je vois beaucoup d'Ivoiriens aller à l'inauguration du nouveau pont qui vient de se construire, le 5e, sans oublier le 3e. Les boulevards, les autoroutes, tout ce qui se construit en ce moment, les universités, entre nous. Rien de cela n'aurait été possible sans paix. Est-ce que vous croyez que les pays autour de nous, aujourd'hui, n'ont pas de coup d'État? Est-ce qu'on a le temps de penser à construire nos Pas routes? du tout. Voilà. Barry, pour relancer Monsieur le ministre. D'abord, je voulais féliciter Monsieur le ministre pour tout le travail qu'il a abattu. J'ai une question. C'est concernant les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes à la tête de ce département. Quand on sait qu'il est plus difficile de construire la paix que de faire la guerre. Quelles sont les difficultés que le ministre Kakabe a rencontrées dans l'exécution de ces cahiers de charges? Malheureusement, ce sont des choses qu'on ne peut pas énoncer sur la place publique. D'abord, c'est un portefeuille sensible. Voilà. Mais il y a bien des personnes, Monsieur le ministre, qui ne veulent pas de la paix. Il faut les identifier. Tout ce que vous regardez, vous voyez au grand jour, c'est des choses qui ont été conçues dans le noir, la nuit, avec autant de difficultés. Parce qu'il faut retenir, ce qu'on retient, ce sont les résultats. Isabelle, permettez. Bonjour, Un je premier pose tour une et vous question, reviendrez. Monsieur le ministre, êtes-vous RHDP ou PDCI aujourd'hui? Ça a été clair, je ne jamais caché, je suis militant du PDCI RDA. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question. Oui, on peut, avec des je suis radié, vous le savez, au passage. Hein. Non, c'est pas... Non. Mais du coup, est-ce que vous allez avoir une contribution aujourd'hui au niveau du PDCI suite donc au décès du président Bédié? Non, pour l'instant, je suis engagé dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, pendant 5 ans. Je sais ce que c'est que les qualités de loyauté, la fidélité. Voilà, je suis avec le président Ouattara jusqu'à la fin de 5 ans. On évolue sur aussi vraiment la question. Oui, Après, on va revenir peut-être un peu sur les questions politiques. Justement, nous sommes en train de parler d'élections municipales et de régionales. On constate que le médiateur de la République, depuis quand même quelques semaines, sillonne des communes, a même tenu des réunions avec des candidats. N'était-ce pas, comment dirais-je, une prérogative de votre ministère? Est-ce qu'il marche dans vos plates-bandes? Mais non, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Je vois des partis politiques qui en font un programme. Hein? Je vois d'autres. Ça vous satisfait tout ça? Mais bien sûr, abondance de biens ne nuit pas. Moi, en même temps, j'ai envie de poser la question, parce que votre portefeuille, c'est le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là pour la cohésion nationale, la réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un bilan, vous estimez que les Ivoiriens sont suffisamment engagés dans la réconciliation? Je prends par exemple la question de certains qui sont encore en exil et ceux des militaires qui sont en prison. Et je voudrais aussi savoir que contient le kit pour ceux-là qui reviennent d'exil, le kit de réinstallation. Moi, je prends mon cas, je n'ai jamais rien reçu. Toutes les fois que j'ai essayé, je n'ai pas pu avoir gain de cause, enfin, discuter même, ne serait-ce qu'avec vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous choisissez certaines personnalités pour engager cette situation? On va être court, pour les accompagner au retour. Donc, écoutez, c'est sur ce plateau que vous me parlez de votre cas. Oui, parce que vous êtes là. Il y a un ministère qui est là, nous sommes à la tour à 8e étage. Vous venez me voir, vous venez nous voir, nos services sont là, vous posez votre cas et il sera étudié. Dans mon ministère, vous avez même beaucoup d'Ivoiriens qui étaient en exil, qui sont venus, qui ont été engagés. Non, je prie juste mon exemple, mais le mon kit, cas. finalement. Mais est-ce que le kit, qu'est-ce qu'il contient exactement? Je dis, vous venez au ministère, la tour à 8e étage, on ne va pas le traiter au cas par Non, cas. moi, Je suis bien allé. Attendez, s'il vous plaît. Je vais reprendre quand même la question. Oui. Est-ce qu'il existe un kit particulier Mais pour c'est ceux qui rentrent? simple. Avant la guerre, avant que vous partiez à Daïdjé, que faisiez-vous? J'étais journaliste dans un média d'État, Très bien. C'est quoi le média d'État? la RTI. La RTI, ouais. Ben, vous venez. S'il y a un problème, on regarde comment on le résout. Monsieur le ministre dit à échanger, pas Beaucoup, plus. On ne va pas régler j'ai dit un problème beaucoup. spécifique à moi. Non, il y a un problème, restez pas sur- il y a un restez pas problème sur ça. spécifique qui s'est posé à la RTI, c'est clair. Nous en sommes conscients, ce n'est pas sur ce plateau qu'on va le régler. Ok, on est Et d'accord. donc, Monsieur le ministre. vous reviendrez, on parle beaucoup. Tous ceux qui sont venus ont été orientés dans leur ministère d'origine ou dans leur secteur d'origine. Et puis, voilà, ils ont été réintégrés. Mais en même temps, ma première question est restée suspendue. Hein. Ouais, Laquelle? Est-ce qu'il croit suffisamment que la réconciliation aujourd'hui, tout le monde y est engagé? Il y a 4 ans, j'ai fait le point. Beaucoup étaient sceptiques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Ivoiriens, même bénévoles, qui s'organisent eux-mêmes pour prôner la réconciliation, la cohésion sur l'ensemble du territoire.
Je parle des partis politiques. Je connais un leader de parti, Charles Blé Goudet, qui en fait son cheval de bataille. Presque tous les partis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça veut dire donc que les Ivoiriens s'approprient ces valeurs de réconciliation. La question des militaires en prison. Écoutez, nous sommes engagés dans un processus. Je vous le dis chaque fois. C'est un processus. Il ne faut rien brusquer. Chaque fois qu'on s'assoit, il y a des résultats. Eh bien, continuons de nous asseoir. Monsieur le ministre, lors des élections présidentielles, on sait que Bonoa, Mossou, en fait, a assez cristallisé les passions. Et depuis quand même quelques semaines, il y a un conflit entre le roi et les populations de Mossou. Quelle action votre ministère a-t-il entrepris Nous sommes justement, le dossier est en cours de traitement. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas l'évoquer. Parce qu'on a eu l'impression que le ministère de la Réconciliation n'était pas présent. D'où la question. Ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est ma seule personne, non. Il y a des départements entiers qui s'en occupent. On a beaucoup de services qui sont sur le terrain, déployés sur l'ensemble du territoire. Quitte la place des femmes, justement, dans vos médiations. On revient. Mais la place des femmes, elles ont une place primordiale. Notre cabinet, la directrice du cabinet, c'est une femme. Est-ce qu'il y a la parité? Comment? Est-ce qu'il y a la parité? Ou est-ce qu'il Mais y a bien le sûr. pourcentage de 30%? Mais bien sûr. C'est quasiment le ministère des femmes. Très bien. Moi, je suis vraiment très intéressée par vos ambitions et surtout votre volet politique, je veux dire votre appartenance politique. Et je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat cette année aux Mon élections candidat, locales. c'est la paix. Je suis sur ce plateau pour vous dire, sans paix, rien n'est possible. J'ai choisi de faire la paix, de construire préalablement la paix dans ce pays. Une fois que j'aurai la certitude que la Côte d'Ivoire a renoué définitivement avec la paix, alors en ce moment-là, chacun pourra donc développer ce qu'il veut. Mais la paix étant rétablie, est-ce qu'en 2025, vous serez encore candidat aux élections présidentielles? J'appartiens à un gouvernement, nous travaillons et je crois qu'on a de bons résultats. Et le moment venu, je serai fier de revendiquer ce bilan. Très bien. Avec le président Ouattara. On ne s'entend pas du sujet. Revenons, le ministre, vous avez très bien dit que votre candidat, c'est la paix, mais voilà, ce candidat, il doit battre campagne, quoi. Enfin, il faut battre campagne, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui dans le cadre de cette campagne pour qu'on vote votre candidat à la paix? Qu'est-ce que vous faites précisément? Alors, nous avons déployé toutes nos équipes sur l'ensemble du territoire. Et moi-même, je ferai quelques localités. Ce soir, je suis avec vous. Demain matin, à 5h30, je prends le chemin pour Bouaké. Ouais. J'ai donc une activité à Bouaké et à Béoumi. Après Bouaké et Béoumi, je mets le cap sur Aboisseau. Après Aboisseau, je vais à Tafiré. Après Tafiré, j'ai encore une ou deux localités. Et puis, bon, pendant ce temps, les autres. L'idée, c'est de dire quoi? D'abord, avec le grand médiateur, j'observe que tous les candidats pratiquement sont en train de signer des protocoles pour dire allons à ces élections sans violence. C'est une bonne chose. Mais si les candidats eux-mêmes décident de ne pas aller à la violence, pourquoi ceux qui doivent les voter doivent faire autre chose que ce qu'ils font? Donc, nous allons engager les jeunes, les femmes, à suivre, à emboîter le pas aux candidats qui estiment que maintenant, il est temps d'aller à des élections sans violence. Il y a souvent la question des conflits fonciers qui rejaillit lorsque les candidats sont en campagne. Aujourd'hui, la question des conflits fonciers, c'est généralisé sur tous les territoires ivoiriens. Qu'est-ce que vous faites concernant le volet cohésion sociale pour aider à régler ces conflits-là qui sont vraiment latents? C'est l'un des conflits de futur, les conflits liés au foncier. Figurez-vous que tout près de nous, à Bonoa, à Dabou, à Kosrouf, précisément dans un village, il y a eu donc un conflit entre Adjoukrou et comment on appelle ceux de Bessedi. C'est les Atiers ou les... Non, c'est Abigui. Abigui, ouais. Il y a eu beaucoup de blessés et il y a eu un mort. Nous sommes allés sur le terrain nous-mêmes d'abord pour soigner les blessés et enterrer celui qui est décédé. Mais après, il nous faut comprendre pourquoi c'est un conflit récurrent. On a essayé de cerner les choses. On va inviter donc tous les acteurs de la localité à un rendez-vous pour regarder comment on adresse efficacement donc, les problèmes qui sont un frein à la cohésion et essayer d'apporter des solutions. Nous sommes partis au nord, entre Diawara et Niélé. Toujours c'est des conflits fonciers. À l'ouest du pays, dans le Mont Péco. Voilà, la Côte d'Ivoire, à Abidjan, n'en parlons pas. C'est un problème réel, mais que nous sommes en train d'adresser efficacement pour essayer de voir comment on y apporte des solutions. Quels sont les premiers indicateurs? Sur ça, restons là-dessus, parce que revenons aux élections, s'il vous plaît. Il se trouve qu'on a entendu certains candidats en appeler à leur appartenance à la terre de leurs ancêtres pour disqualifier d'autres. Ce type de discours-là, comment... Parce que je n'ai pas vu un communiqué appelant les uns et les autres à faire attention à ce type de discours. Comment aujourd'hui vous allez adresser cette question précisément, puisqu'on l'a entendu de la bouche de 2 ou 3 candidats? C'est un sujet que nous adressons au quotidien.
Et je dis aux Ivoiriens, surtout aux acteurs politiques, mais si vous voulez faire la politique dans un État comme la Côte d'Ivoire, il faut apprendre d'abord à connaître le peuple ivoirien. Ouais. C'est quoi notre peuple? C'est quoi notre peuple? Ceux qui ont bâti la Côte d'Ivoire avant nous ont ouvert nos frontières, ont fait de la Côte d'Ivoire un peuple, comme on dit chez nous, pour que les gens comprennent très bien, métissé Nzassa. C'est quoi notre peuple? Donc c'est maintenant plus d'actualité de tenir ce genre de propos, on ne peut plus exclure. Je prends un exemple, bon, je ne dirai pas de nom ici. Moi, je suis baoulé. On dit chez moi que c'est le matriarcat. Et donc, c'est l'enfant de la femme qu'on a vu pendant 9 mois en grossesse qui a accès au trône. Mais tant qu'on n'était pas ouvert aux autres, on est certain que l'enfant qui sort de la femme du ventre d'Akissi s'appellera Kwadjo ou Kwasi. C'est forcément un baoulé. À partir du moment où on permet que le Libanais aille jusqu'à Kofi Konakro pour acheter le cacao, à partir du moment où on permet qu'un Tiam aille jusqu'à Kofi Konakro pour acheter le cacao, bien forcément il y a contact. Mais nos sœurs vont avec eux, ils font des enfants. Mais toujours est-il que la tradition exige que c'est l'enfant d'Akissi. Mais s'il se trouve que l'enfant d'Akissi, son père est libanais, son père est sénégalais, son père est burkinabé, eh bien c'est l'enfant d'Akissi. Il a droit au trône. Voilà ce que c'est que notre peuple. Mais il y a des adaptations qui sont nécessaires, indispensables aujourd'hui, avec notre culture, notre tradition, et puis le progrès. La situation, par exemple, juste cette dernière question, le cas de la situation, le mécontentement d'un des candidats à Tiasalé, le député maire Assalé Timoko. Vous avez dû entendre ça et là, les propos. Quelle réaction, comment vous pouvez adresser cette situation-là? On a instruit le dossier, on entend beaucoup de bruit autour de cette question de Tiasalé. Nous devons donc anticiper. Il a été instruit et il est en cours de traitement. Elle est en cours de traitement, la question, donc tout ça, ça participe à apaiser les cœurs, donc à régler la question de la cohésion nationale. Ça peut être parfois entre l'administration et certains démembrements ou certains élus, c'est le cas à Tiasalé, et vous suivez cette question. La chose est importante, la prochaine question que je vais vous poser, c'est ce qui va nous permettre de rentrer les jeunes. Est-ce que les jeunes écoutent votre message et y participent? On a quelques jeunes qui sont avec nous, qui vont arriver sur ce plateau, venez, justement pour voir, parce qu'on parle de votre candidat de la paix, mais est-ce que les jeunes, finalement, ils sont prêts à choisir votre candidat à la paix? Donc on a voulu les entendre, ils vont venir, ils vont juste se mettre autour de ce plateau, et bien ils sont nombreux. Et c'est dire que votre message porte, monsieur le ministre. Donc venez les jeunes, venez, non, juste derrière moi, venez. Voilà, on a fait une sorte de ronde. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Donc, ils sont avec nous. C'est marqué « Mon candidat, c'est la paix », une initiative donc, du ministère de la Réconciliation. Vous dites quoi à travers ça? Les jeunes, c'est ceux-là même qui portent votre candidat à la paix? C'est là notre grande satisfaction. Partout sur l'ensemble du territoire, là où il y a un rendez-vous de paix, les jeunes sont les plus nombreux, ainsi que les femmes. C'est donc le message, pour moi, c'est un message d'espoir, puisque tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour cette jeunesse, justement. Mais s'ils sont les plus nombreux au rendez-vous de la paix, ça veut donc dire que l'avenir est prometteur. Je suis heureux qu'il en soit ainsi. L'avenir est prometteur. Nous avons quelques représentants de cette jeunesse. Vous pouvez vous présenter et nous dire justement comment vous vous êtes retrouvés dans cette initiative du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Merci. Le ministère de la Réconciliation, je suis M. Seri Landry. Oui. Je suis sous-directeur chargé de la prévention des conflits à la Direction générale de la Cohésion nationale, qui est l'une des deux directions du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Cette initiative, mon candidat, c'est la paix. C'est donc une trouvaille de monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes aujourd'hui en train de travailler pour la réconciliation et la cohésion nationale? Vous pensez quoi de ça? Nous pensons qu'aujourd'hui, chaque Ivoirien, avec ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, doit pouvoir faire de la paix son candidat. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de gagner l'élection, l'essentiel, ce n'est pas de gagner une localité, mais c'est aussi de gagner la paix. Ouais. Qu'est-ce que cette élection apporte à la Côte d'Ivoire? Après tout ça, on fait quel bilan? Est-ce que nous pouvons dire que, après avoir gagné ma localité, j'ai aussi gagné la paix? Très bien. Merci. En tout cas, vous allez passer le micro à la jeune dame. Ça va permettre aux femmes de parler. Sinon, il y a quelqu'un qui va me taper dessus, qui est juste à côté. La parité est respectée. Venez par là, la parité est respectée. Bonjour, madame. Vous êtes madame Kadio. Madame Kadio, allez-y, rapprochez le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Alors, vous, c'est une initiative, vous ne vous dites pas non, j'ai d'autres choses à faire, je dois aller faire mes cheveux, je n'ai pas le temps, la paix, tout ça. Bon, c'est un peu cliché, hein, vous me direz. Vous vous dites,
on doit accorder du temps à rechercher la paix pour son pays. C'est ça que vous vous dites? Et comment vous faites? Allez-y, parlez dans le micro, n'hésitez pas. Dites ce que vous faites, vous participez à cette... Je ne vais pas mettre vos mots, mais enfin... Ça va être comment votre participation? Rapprochez le micro. Ouais. La participation, c'est d'aller, de sensibiliser la population. D'accord. Donc un travail de sensibilisation à la paix. Alors, avec ces représentants-là, monsieur le ministre, et après mes camarades vont peut-être poser des dernières questions pour terminer, aux différentes étapes, ces jeunes-là seront avec vous? Comment ça va se passer? Quel va être le dispositif que vous mettez en place? Ce n'est pas le truc un peu protocolaire, mais... Non. Comment ça va se passer, ces jeunes-là? À chaque localité, son organisation. Ouais. Quand j'arrive à Boisseau, ce sont les jeunes de Boisseau, les femmes de Boisseau qui sortent pour nous accueillir et qui accueillent la caravane. Et ce sont eux donc qui sont au devant de la scène. Quand j'arrive à Boaké, à Béoumi, vous savez que la question est très sensible. Absolument. À Béoumi aujourd'hui, entre les communautés qui composent donc la localité. Donc sur place, les religieux, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, tous ceux qui vivent à Béoumi sortent. Et je leur parle, nous leur parlons. S'ils ont des choses à nous demander, ils nous demandent. On se parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'ils comprennent très bien le fond, le sens du message que nous portons. Est-ce que vous avez une dernière question pour monsieur le ministre? Oui, en fait, moi, ma question concerne la situation dans la sous-région. Quand on sait que des pays voisins de la Côte d'Ivoire, tels que le Burkina et le Mali, sont touchés par le phénomène du terrorisme, et que quand on sait les liens séculiers entre les populations du nord de la Côte d'Ivoire et celles des pays voisins, et gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir, quelles sont les actions que le ministère pose pour prévenir, comment dirais-je, ces conflits-là. Surtout quand on sait qu'avec le Niger, il y a eu quand même récemment, sur la base de fake news, des Ivoiriens qui se sont pris à des populations nigériennes. Et vu en ce moment comment l'actualité, qu'est-ce que vous entreprenez? On va permettre au ministre de finir sur cette note d'espoir. La question de la cohésion et de la réconciliation est une question transversale. C'est l'ensemble du gouvernement qui est présent au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes présents depuis bientôt 2-3 ans sur le nord de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, le gouvernement, le président Ouattara a investi énormément au nord, justement, pour que nos parents du nord ne soient pas la proie facile, donc des vendeurs d'illusions. Donc nous sommes vigilants à nos frontières, nous travaillons à l'intégration. Évidemment, quand il y a eu cette histoire de fake news entre la Côte d'Ivoire et le Niger, vous nous avez vu, chez l'ambassadeur du Niger également, appeler au calme, parce qu'ils sont nombreux ici, les Nigériens, pour peur qu'il y ait des incidents. Nous savons ce que c'est. Donc nous avons choisi de vivre en harmonie avec notre voisinage. On a accordé de la place aux gens sur cette terre d'accueil. Eh bien, nous faisons en sorte qu'il en soit ainsi. Nous continuons. Très bien. Merci, monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Merci, Barry, Isabelle, Désiré et bien sûr Herman. Merci à vous, jeunes de Côte d'Ivoire, qui êtes venus. C'était donc le talk de ce jour. Si vous aviez l'intention, vous, de prendre part à ces élections en ayant juste la petite idée de mettre un coup de poing à quelqu'un, eh bien, je pense que vous avez changé d'avis à travers cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Merci d'être toujours à l'écoute des actions qui font progresser votre pays. Merci à tous. Revenez demain, nous serons là, le talk toujours, pour parler des choses de la Côte d'Ivoire. À bientôt.